m'appelle Joseph Iturria. Je suis né le 24 avril 1930 à Cibourg. D'accord. Et tu as combien d'enfants? Ah oui, je me suis marié en 1948 et on a eu 4 enfants, dont 3 qui vivent et un qui est décédé, accidentellement. D'accord. Alors parle-moi un peu de ta famille, donc de tes parents, de tes frères et sœurs, où est-ce que tu vivais quand tu étais petit? Et puis quand on était petit, je suis né moi à côté de l'église de Cibourg. On était une famille de 7 enfants, dont 5 garçons et 2 filles. Le plus jeune des frères est décédé à l'âge de 4 ans d'une méningite. Et naturellement, actuellement, aujourd'hui le jour, nous restons plus que 4. Les 2 autres frères aînés sont décédés à l'âge de 68 ans chacun. Mes parents, notre mère était de Fontarrabie, était née à Fontarrabie en Espagne, et le père était né à Aulette. C'était un enfant naturel. D'accord. Mais alors, quel est ton plus vieux souvenir d'enfance? Donc, quand tu penses à ton enfance, à quoi tu te souviens? Mon plus vieux souvenir d'enfance, c'est quand les parents nous envoyaient à l'école. Et alors, il n'y avait pas besoin de mots pour dire aux instituteurs que nous n'étions pas à l'école. Alors on faisait l'école buissonnière, et au lieu de rentrer à la maison, on partait dans les vergers et on prenait des prunes, des cerises, enfin des fruits, on prenait ce qu'il y avait. Et ça, le plus mauvais, et le souvenir que je me souviens, avec un autre copain, vraiment on avait caché le cartable à la plage de Cibourg, en dessous des rochers, à marée basse. Et l'après-midi, pour entrer à la maison, une fois que l'école était terminée, on était reparti chercher nos cartables, et manque de peau, ils étaient partis avec la marée haute. Donc voilà. Il y en a d'autres, naturellement. Il y en a d'autres mais c'était plus tard, ça, vers l'âge de 12 ans. On était parti à la montagne et on ramassait des cerises. On coupait toutes les branches. On était 3 copains et on s'était aperçu que les paysans y venaient, on s'était échappé à travers la montagne. Voilà. Les bêtises qu'on faisait quand on était jeunes. Donc alors, pourquoi et quand as-tu décidé d'être pêcheur? Bon, alors à l'époque, quand j'avais 14 ans, on était obligé d'aller à l'école jusqu'à 14 ans. Hein. Et en principe, si le père était pêcheur, les enfants suivaient. Nous, sur 4 frères, dont le premier jeudi le dernier était décédé, sur 4 frères qu'on restait, les 3 aînés ont fait la pêche. Et le dernier, bon, comme tu sais, il a fait professeur. Mais en principe, c'était comme ça. Moi, j'ai débuté à la pêche en 1944, quand il y avait les Allemands qui étaient là encore. D'accord. Mais on m'a dit que tu voulais être boulanger, non? Oui, au début, je voulais être... quand on est enfant, à ces âges-là, 12-13 ans, on ne sait pas trop vers quoi s'orienter. Alors, quand on me demandait, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, moi, je disais boulanger. Je disais boulanger comme j'aurais dit charcutier, certainement. Mais finalement, c'était la pêche. À 14 ans, j'ai fait la pêche. Et parle-moi un peu de tes débuts de pêcheur. Oh, alors les débuts, on a eu à la sardine, et il y a eu beaucoup de sardines alors. Hein. Dans les années 1944-1945, il y avait beaucoup de sardines. Et on a vu à la sardine. On venait, le plus grand souvenir que je gardais, à la sardine, un coup de filet, on avait fait 20 tonnes de sardines. Et alors, à l'époque, c'était des filets en coton que nous avions, et des petits filets. Et on avait fait 20 tonnes d'un coup de filet. On avait pu, la mer était calme, c'était calme comme de l'huile, et on avait pu embarquer 16 300 kilos, et le restant, on avait en trop, on ne pouvait pas, le bateau, on l'avait au fond. C'était calme, choc, c'était. Et je me rappelle, alors naturellement, il nous restait dans le filet encore 3 ou 4 000 kilos de sardines qu'on ne pouvait plus prendre parce qu'on avait le bateau
on avait les soies en bois qui étaient sur le pont du bateau qui flottaient. Alors, le patron a dit assez, assez. Puis, on avait un oncle qui était naturellement au bateau. Tout le monde avait arrêté de rentrer la sardine dans le bateau. Et lui tout seul, avec une grande puisette, il continuait à remplir. Et il y a un autre, naturellement du même âge à peu près que lui, qui lui avait dit, espèce d'andouille, qui est en bas, qui lui avait dit, espèce d'andouille. Si tu peux porter 100 kilos, toi, si on te met 101 kilos, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tomber, non? Et finalement, bon, il s'était arrêté. Et on avait appelé notre bateau à qui on avait donné le restant de 4 tonnes de sardines. Voilà. D'accord. Alors, quand est-ce que tu es devenu grand patron et que tu as acheté ton propre bateau? C'est beaucoup plus tard. Ah oui, mais ça c'est bien plus tard. Avant ça, j'étais second très longtemps. Ah, d'accord. J'étais second sur un tonnier, puis j'étais second sur un grand bateau de 50 mètres. Et après, sur ce bateau de 50 mètres, je suis devenu patron. Ça, c'était dans les années 72, en 1972. Et en 1974, j'avais fait construire un autre bateau pour travailler ici, de Saint-Jean-de-Luz. Parce qu'avec le grand bateau, on allait sur le Maroc, on pêchait sur le Maroc. Là-bas, on touchait le port d'Agadir. Et de là, on partait, on prenait quelques Marocains au port d'Agadir et on partait sur les lieux de pêche. Et là-bas, on congelait la sardine, on revenait avec 220, 230 tonnes d'Agadir, là-bas, enfin, des côtes de Mauritanie jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. On faisait une rotation d'à peu près d'un mois. Ça, j'ai fait pendant près de 10 ans. Toute l'année. On passait normalement un mois aller partir de la maison, revenir un mois après. On passait 8 jours à terre. Pendant 10 ans, j'ai fait ça. Et après, en 1974, j'avais construit mon propre bateau. J'avais fait construire mon propre bateau. Parce que, comme je t'ai déjà dit avant, on avait perdu le fils. Et puis, pour pas laisser Anochi toute seule, c'est parce que tu te rends compte la peine qu'il y avait alors. Alors, j'avais décidé de construire mon bateau et après, je naviguais le bateau jusqu'en 1985, jusqu'à la retraite, jusqu'à l'âge de 55 ans. D'accord. C'est là Et je voulais offrir le bateau au fils aîné, le seul fils qui fait la pêche, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu, alors j'ai été obligé de le vendre, ce bateau. D'accord, mais tu l'avais appelé Pipache. Oui. Et pourquoi tu l'avais appelé Pipache? Eh bien, je l'avais appelé Pipache parce que, à notre défunt père, il ne fumait que la pipe et on lui avait donné ce surnom, Pipache. Parce qu'il ne fumait, je n'ai jamais vu de ma vie fumer une cigarette, ni rouler une cigarette, jamais. Toujours la pipe. C'est pour ça que je ne voulais pas l'appeler Pipache, moi. Et c'est le constructeur du bateau de Fontaravi qui m'a dit, quand il avait su comment appeler Pipache, il m'a dit, il faut mettre le nom Pipache. Et c'est comme ça que j'ai mis le nom Pipache, on a mis le nom Pipache. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me parler un peu de ton emploi du temps sur le bateau, en fait? Quand tu étais pêcheur, qu'est-ce que tu faisais? Les relations que tu avais avec les autres pêcheurs? Ça dépend du métier. Quand j'étais à mon bateau, là, vraiment, on pêchait beaucoup de congres, du merlu. Que vous leviez à quelle heure le matin? Des dorades. Bon, quand on était le petit bateau, on se levait, il n'y avait pas d'heure. Selon l'été, comme le jour se lève plus tôt, on se levait plus tôt. L'hiver, comme les jours sont plus longs, les nuits sont plus longues. Mais en principe, on se levait 3-4 heures du matin. Et on revenait l'après-midi vers, si jamais on était au merlu, si on pêchait le merlu à la palanque, là on revenait les après-midi vers 2-3 heures l'après-midi. Si on pêchait le congre, on passait 2-3 jours sans revenir à la maison. On allait pêcher sur les côtes des Landes, là, sur les hauteurs de Vieux-Boucau, Moliette, tout ça, là, Saint-Giron, tout ça, là, partout, là, on allait là. D'accord. Et sur le bateau, donc avec les autres personnes, ça se passait bien? On était 3, moi et 2 matelots. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu peux me parler de ta vie à Dakar, en fait, quand tu étais à Dakar, ça c'était bien avant, ça, à Dakar, la première année qu'on a été, nous, c'était en 1956, de 1956 1957. Là-bas, j'ai fait 4 campagnes à Dakar, des campagnes de 4 mois et demi. Bon, on restait là-bas pendant 4 mois et demi. Et c'était difficile d'être loin de la famille ou...
Oui, la séparation, naturellement. La séparation quand on est marié et qu'on laisse la femme avec les enfants à la maison, c'est très difficile. Moi, c'est ce que je trouve le plus difficile. Le métier par lui-même, non. On dit que c'est un métier très dur, mais moi, je trouve qu'il y a des métiers à terre qui sont aussi durs. Il faut aimer son métier, ce qu'on fait. Si on n'aime pas, c'est naturellement. Mais moi, ça m'a toujours plu, la pêche. Alors, je dis pas que c'est plus dur que notre métier. Moi, je considère qu'un maçon ou beaucoup de métiers, pas mal de métiers, c'est aussi dur ou plus dur. Pour moi, la plus grande difficulté, ça a été la séparation de la famille. Autrement, le reste, non. D'accord. Et pendant combien de temps tu as pêché? Et Pendant combien de temps Ah, mais là-bas, pêché? ça dépendait, les marées, ça dépendait le poisson, naturellement, on pêchait le thon. Alors, on avait une capacité avec ce bateau, c'était un bateau de 24 mètres. On avait une capacité de porter dans les 22-24 tonnes de thon. Alors, si le bateau était plein dans 1 ou 2 jours, naturellement, on touchait le port de Dakar. Et sinon, ça nous arrivait de faire des marées sans rentrer à Dakar de nouveau, des marées de 8 jours. Et alors, quand on rentrait, naturellement, on débarquait, puis quand on avait fait tout le plein, le gasoil, tous les vivres, eh on repartait. Alors il fallait qu'on fasse l'appât, naturellement, pour appâter le thon. Alors on pêchait de la sardinelle. En principe, c'était la nuit qu'on le faisait là-bas. Et on repartait, ainsi de suite. Pendant 4 campagnes, j'ai fait. D'accord. Et sinon, en tout, tu as exercé pendant combien de temps le métier de pêcheur? Comment? Pendant combien de temps, en fait, tu as été pêcheur dans ta vie? 41 ans. 41 Et ans. oui, commencé en 1944 jusqu'en 1985. Ouais. Est-ce que tu as remarqué des évolutions ou des changements dans la façon de pêcher aujourd'hui? Ah Est-ce oui, que c'est différent? oui, l'évolution, ça fait plus de, je ne dis pas de bêtises, ça va faire pas loin de 30 ans que, 27 ou 28 ans, enfin pas loin de 30 ans que naturellement la pêche n'est plus pareille. Maintenant, ils pêchent les chalutiers, puis ils pêchent le thon au chalut pélagique, ils pêchent l'anchois, ils pêchent des choses qu'avant. Puis, avant, dans le temps, les filets n'étaient pas pareils. Les filets, c'était en coton dans le temps. Les boutes, les cordages, c'était tout en chanvre. Ce n'était pas en nylon, maintenant c'est en nylon. Tout ça, tout a changé, là, naturellement. Mais pour moi, personnellement, ce n'est pas un progrès. C'est bien beau d'agrandir les filets, de mettre des puissances motrices, tout ça, mais il faut que le poisson se reproduise. Hein. C'est pour ça qu'actuellement, d'après moi, il y a un manque de poisson. Parce qu'on avait une côte ici. Ici, on avait une côte très, très riche, ici. Mais avec ça, au début, elle était tellement riche que les pélagiques étaient ces grands filets. Dans 1-2 jours, ils revenaient avec 15-20 tonnes de poissons. Alors, sur tout ce qu'ils pêchaient, ils pouvaient pas le travailler au fur et à mesure, parce qu'ils faisaient des langues de chalut, mettons, ils viraient le chalut au bout de 3-4 heures, et il y avait tellement de poissons qu'ils pouvaient pas les vider, les mettre dans les emballages, les glacer, tout. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils choisissaient le plus beau poisson, et puis le reste ils foutaient à l'eau. Et les choses, ils ne pêchaient pas alors au début. Le thon, l'anchois, ils se sont mis à pêcher ça. Pourquoi? Parce qu'il y a pénurie de poissons. Le poisson noble, là, comme le colin, le bar, les dorades, tout ça, c'est en voie de disparition, ça a disparu beaucoup. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaisait en fait dans le métier de pêcheur? À moi, tout. Tout? Tout. J'ai fait une année le chalut, comme je parle, mais c'était un chalut classique. Ça me plaisait beaucoup moins que le thon. Le thon, c'était... Alors, le thon, comme nous, on pêchait à la canne, hein. On le pêchait à la canne. Il fallait voir sauter, si on voyait sauter un thon, des fois, il fallait voir. On était toujours à l'affût, voir si jamais on voyait sauter un thon ou quelque chose. Parce que, il n'y avait pas maintenant, ils ont des appareils, bon, ils ont des sonars qui les détectent, le thon, même s'ils ne les voyaient pas, si le thon, tandis que nous, il fallait être toujours sur le qui-vive, il fallait toujours l'œil grand ouvert pour voir si on voyait sauter un thon ou n'importe quoi. Ça m'a... Le plus beau métier pour moi, c'est le thon. À la canne, hein, pêcher à la canne. À la pas vivant, comment pêcher. Bon, et quand est-ce que tu as décidé de prendre ta retraite? Et pourquoi? Ah, j'ai décidé de me prendre ma retraite
Parce que tout pêcheur arrive à 55 ans, on prend notre retraite. Hein. Il y en a qui prennent avant, il y en a qui prennent à 50 ans. Hein. Mais seulement à 50 ans, si on la prend à 50 ans, si tu as cotisé, mettons, tu as payé tes cotisations pendant, mettons, 30 ans, on te paye que 25 annuités, pour que 25 ans. Hein. Tandis que si jamais tu prends à 55 ans, date limite, on te paye tous les annuités, là. Hein. Bon, moi, puis il y avait des époques, il y a des moments avec les bateaux, quand il n'y avait pas de pêche l'hiver, on était dérôlés, on ne payait pas les cotisations. Alors ça ne compte pas. Alors c'est pour ça, moi, je me retrouve. Parce que notre génération, pour la retraite, c'était 40 ans, et ça nous comptait 40 annuités. Maintenant, après nos générations, même un an, 2 ans, tu vois, après les années 45, une fois que les Allemands sont partis, c'est 37 ans et demi, le plafond. Tandis que nous, c'était 40 ans. Et moi, normalement, comme je t'ai déjà dit avant, j'ai commencé en 1944 jusqu'à 1985. Normalement, 41 ans de navigation. Mais pour la retraite, je ne touche que 38 ans et demi. Parce que j'ai cotisé 38 ans et demi. Tu vois ce que je veux dire? Alors... D'accord. Et est-ce que tu as des regrets, en fait, dans ta vie de pêcheur? Des regrets, Anna? Est-ce que tu regrettes quelque chose? Pas du tout. Rien? Pas du tout. Alors là, non. Je ne sais pas, toute ma vie, moi, j'ai eu la chance de tomber sur des équipages, puis qu'on avait une bonne entente, très très bien, on s'entendait très très bien, on se chamaillait jamais, non. Ça, j'ai gardé un très bon souvenir de la pêche. D'accord. Est-ce que tu es toujours en contact avec le monde de la pêche? Ah oui, toujours. Il n'y a pas pratiquement un jour où je m'en vais pas sur le quai, ou si je ne vais pas à la rentrée des bateaux, bien sûr. Je m'intéresse toujours, voir comment c'est. Mais quand on voit l'évolution de nos époques, et puis maintenant, avant, quand moi j'ai débuté la pêche à Saint-Jean-de-Lucibourg, on était 1200, 1300 pêcheurs. Tandis que maintenant, ils sont grosso modo dans les 250. Et nous, ce qu'on peut appeler, nous, c'était tu vas dire que je suis exigeant, mais nous, on peut dire que nous, on était des pêcheurs. Tandis que maintenant, il y a beaucoup de gargouilloux. Tu sais pas d'où ils viennent. Tandis que nous, on commençait de A à Z. On commençait par être mouche, et on finissait jusqu'à patron. On a suivi, nous, parce que maintenant, comme tu sais, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Alors maintenant, avant d'aller en mer, on les envoie à l'école. Alors là, ils doivent faire, je ne sais pas, 2 ans ou je ne sais pas combien. Puis maintenant, je crois, ils font des petits stages dans les bateaux. Mais moi, d'après moi, c'est pas comme ça qu'il faut agir. D'abord, un jeune, il faut l'envoyer en mer. Sur un bateau, 6 mois au moins. Et si ça lui plaît, il ira à l'école. Parce que c'est pas évident que, mettons, il soit à l'école, et quand il sort de l'école, il va dans un bateau et que ça va lui plaire. Et c'est pas tout de plaire non plus. Il faut qu'il encaisse les choses de la mer, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir un estomac. Hein, parce que il y a pas mal de gens qui sont malades, hein, qui ont le mal de mer. Alors ça, c'est très mauvais. Celui qui a le mal de mer, c'est très mauvais. Alors c'est pas évident qu'il va continuer la pêche. Pour moi, d'après moi, il faudrait d'abord les envoyer à l'école, à la pêche. Et après, si jamais l'enfant, si ça lui plaît, il va continuer, naturellement, il va suivre sa formation d'école de pêche. Tandis que maintenant, c'est pas comme ça qu'ils font. D'abord, ils envoient à l'école. Ça, je comprends pas, moi. Et puis, il y en a beaucoup comme moi qui ne comprennent pas ça. Parle-moi un peu de ta vie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Alors, mes journées, depuis que je suis à la retraite, ça passe très très vite. Et ça va faire quand même, il a fait quand même 17 ans que je suis à la retraite. Et ça passe très vite. Comme je t'ai dit avant, je vais au port, je parle à des pêcheurs, je vais à la montagne quand il y a les champignons, et je me distrais, puis je bricole un peu à la maison, et puis, comme ça. Maintenant, je me suis mis à faire la sieste un peu quand il y a rien, qu'il fait mauvais l'hiver, et puis je fais la sieste. Que l'hiver.
Et oui, qu'est-ce que tu veux faire? Mais ça passe très vite. Ça passe très vite. Oui, oui. Alors, est-ce que tu conseillerais le métier de pêcheur donc aux jeunes qui, aujourd'hui... C'est-à-dire, le métier de pêcheur, si jamais on veut gagner de l'argent, il n'y a pas 36 solutions. Il faut être dans un bon bateau, si on veut gagner bien sa vie, je me comprends. Il faut être dans un bon bateau, et dans les bateaux qui gagnent bien leur vie, en principe, il y a beaucoup de jours de mer. Il faut être souvent en mer. Il ne faut pas penser à terre. Les 35 heures dont chose maintenant, il ne faut pas penser à ça. Parce que nous aussi, dans le temps, quand on faisait le Maroc, toujours, on n'avait pas il n'y avait pas de jour férié, il n'y avait pas de fête, il n'y avait pas même, ça arrivait il y avait un enfant qui faisait sa communion ou n'importe quoi, et puis qu'on était en mer, hein, ça arrivait, ou un baptême, ou pas le baptême, non, parce qu'on pouvait le reporter, mais des communions, des fêtes de famille, et qu'on se trouvait pas là, hein. Tandis que pour pêcheurs, si possible, le métier, en moi-même, personnellement, hein, pour moi, il était magnifique, le métier de pêcheur. La plus grande difficulté, comme je t'ai dit avant, c'est que quand on se séparait de la famille, ça dépend des personnes, ça. Il y en a qui se séparent facilement de la famille, et puis d'autres non. C'est pareil, ça. Les conseillers, c'est dur. Tu vois ton oncle, Jean-Bernard, hein? Oui. Il a fait 6 jours de mer actuellement, là, il est rentré quand c'était mercredi ou jeudi, il est rentré, il s'est débarbouillé au bout de 6 jours, et ils sont repartis en suivant. Alors encore il y a 6-7 jours, il faut le faire ça. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas le faire. De moins en moins, il y a des gens qui veulent faire ça. Parce que normalement, dans le mois, si le patron, s'il n'y a pas d'avarie de bateau, si le patron l'exige, donc 3 jours et demi à terre, hein, dans un mois, hein. Alors ça fait pas beaucoup, hein. Le reste tout le temps en mer. Il faut le faire, ça. Mais il n'y a pas de solution. Pour gagner un peu d'argent, il faut y aller en mer. C'est pas en restant le long du quai qu'on va gagner de l'argent, hein. Il n'y a pas de... D'accord. Et quel conseil donc tu donnerais aux jeunes qui veulent faire ce métier? Hein? Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui veulent faire ce métier? Quel conseil? Moi, d'après moi, il faut avoir une ambition. Quand on est jeune, il faut avoir une ambition, il faut essayer d'être patron ou mécanicien, ou, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Au lieu d'avoir, mettons, une part, si jamais tu as une responsabilité, on te paye plus, naturellement. Et c'est ça, parce que, dans la vie, il faut avoir une ambition. Si jamais tu n'as pas d'ambition, tu sais, tu restes toujours au même plafond, hein. Faut être motivé aussi. Hein? Faut être motivé. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il faut être sérieux. Ça c'est primordial, il faut être sérieux, hein. Il faut pas donner l'heure aux hommes, mettons, dans la nuit, et puis les hommes sont là, et puis toi tu n'es pas là. Il faut être là. Et puis si jamais tu veux aussi, si tu veux être respecté avec les hommes, malgré que tu sois patron, il faut que tu les respectes. Naturellement, tu peux les engueuler, si jamais vraiment tu vois qu'il a fait, tu peux leur dire, respecter, si jamais tu vois qu'il a fait une grosse gaffe, ou ça, bon, tu peux la chose. Il va rien dire, il va comprendre. Mais, dans l'ensemble, si tu veux être respecté un patron, si tu veux être aimé par tes hommes, il faut que tu sois bon avec eux aussi, hein. Parce qu'après, tu vois la répercussion, hein. Quand tu rentres à la retraite, bon, comme moi c'est le cas, moi je vois que quand je m'en vais au quai ou n'importe où, quand je rencontre des matelots qui en naviguent avec moi, tu vois, hein, la gentillesse qu'ils ont. Ils viennent, ils te serrent la main, tu vois la gentillesse. Ils te retournent ils se disent, lui ça a été un père, un second père. Et il y en a plusieurs au quai qui me disent, hein. Celui qui est actuellement là, qui fait office de capitaine au port à Saint-Jean, qui a 55 ans, comme ça, il me dit, toi tu es mon second père, parce qu'il a navigué au Maroc avec moi, et puis comme je te dis avant, on faisait des rotations. Il t'estime, quoi, c'est ça qu'il y a. Tandis que si jamais il y a des patrons il y a de tout. Bon, s'il y a des patrons qui sont mauvais, qui marchent au sifflet, au commandement, vous savez, ils sont pas beaucoup aimés. Ah, mais les hommes après, par la suite, ils sont pas aimés.
D'accord. Est-ce que tu peux me résumer, donc, pour finir, le métier de pêcheur en un mot? C'est toujours pareil, moi je te l'ai dit, en un mot, le métier de pêcheur, pour moi ça a été très, j'ai aimé énormément ce métier-là. Et je ne le trouve pas plus dur qu'un autre métier. Ce n'est pas vrai. Pour moi, ce n'est pas vrai. Quand on a du mauvais temps, et comme ça arrive du mauvais temps, mais si on a un bon bateau sur les pieds, si le moteur il tourne, un maçon ou n'importe qui, un peintre, il tombe d'un échafaudage, il se tue, ça arrive aussi. À la mer, il n'y a pas plus d'accidents qu'ailleurs, d'après moi. Et puis le métier n'est pas plus dur. J'ai travaillé dans les rails, moi, alors à l'époque, quand on était jeune, moi je te parle de ça il y a 45 ans de ça, eh bien c'était plus dur qu'à la pêche, hein. Et je travaillais là pendant le mois, 5-6 mois, parce qu'on avait des moments creux l'hiver où il n'y avait pas de poisson, et puis, alors obligé pour manger, et alors à l'époque, tout jeune marié, il fallait aller travailler. Mais j'ai trouvé beaucoup plus dur que la pêche, hein, moi, hein. Mais la pêche, il faut aimer, comme je t'ai dit, j'estime que tous les métiers, il faut aimer. Tout ce que tu fais, il faut aimer. Si tu n'aimes pas ton métier, tu ne feras rien de bon. Pour moi, c'est comme ça. D'accord. Bon, merci beaucoup à ta team. Rouen, le 28 mars 1974. Mon cher Joseph, je ne peux pas vous faire comprendre toute la joie qui m'oblige à me pencher sur cette feuille pour vous remercier de votre geste que vous avez fait à mon égard. Geste franchement positif. Je suis arrivé à Rouen en état de bonne et parfaite santé. Je souhaite que ma lettre vous trouve en état de bonne santé comme elle m'a laissé. Sachez que pour tout l'or du monde, vous resterez gravé dans mon cœur, car je ne peux pas vous payer, mais Dieu, à qui rien n'est impossible, pourra vous payer et vous payera. Pour terminer ma lettre, je vous remercie une fois de plus et tout votre équipage que je salue infiniment. Maekor Diouf. Jean-Louis, puis lui Jean-Martin, et puis lui Didi, puis lui Jean-Bernard.